Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, avertissement contre toute forme d'ingérence étrangère dans la résolution de la crise libyenne. Mise en garde de l'Algérie, de l'Égypte et de la Tunisie à l'issue de la rencontre tripartite à Alger. Avertissement des ministres des Affaires étrangères alors que la France, l'un des médiateurs de premier plan dans la crise libyenne, plaide pour une accélération du calendrier des élections. De leur côté, des pays comme l'Algérie veulent des élections, mais en 2019 et non en 2018. La communauté internationale divisée donc sur le processus électoral libyen. Quelles conséquences pour le processus de paix? On en débat dans un instant avec nos invités. Les bailleurs internationaux au chevet de la Gambie. La conférence internationale tenue à Bruxelles a permis de lever près de 2 milliards de dollars pour soutenir le plan national de développement de ce pays. La Gambie, tout juste sortie de 2 décennies d'un régime sans partage et qui a mis à genoux toute une économie. Des États africains engagés dans le rapatriement de leurs ressortissants candidats à l'immigration clandestine. Comment les insérer socialement une fois de retour au pays? Travail de nettoyage des plages dans la capitale Conakry. Initiative des autorités guinéennes. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Jean-Claude Moulinda-Abi, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste. À mes côtés également, Monsieur Patrick Boyo, bonsoir. Bonsoir Zara, Mohamed Moutiou. Merci à vous. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. La crise libyenne au menu donc d'une réunion tripartite. Ce lundi à Alger, les chefs de la diplomatie égyptienne, tunisienne et algérienne ont réitéré leur rejet de toute forme d'ingérence étrangère dans le règlement de la crise qui prévaut dans ce pays depuis la chute de l'ancien Raïs Mouammar Kadhafi, pays divisé entre deux autorités qui se disputent le pouvoir. Et pour ce qui est de cet avertissement, il est émis à l'heure où la date des élections n'a pas encore été fixée et que la France se prépare à présenter prochainement un accord pour l'organisation de ces scrutins présidentiels mais aussi législatifs avant la fin 2018, une échéance loin de faire consensus. Mariama Dramé. Les pays voisins au secours de la Libye, concernés par l'instabilité qui sévit dans ce pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte approuvent la feuille de route de paix des Nations Unies pour la Libye. Un projet constitué de plusieurs étapes institutionnelles adoptées le 10 octobre 2017 par le Conseil de sécurité. Donc ces trois pays-là ont connu l'expérience horrible de l'exportation, non seulement du terrorisme, mais des armes, mais des produits interdits, et tout ça. Donc tout le monde a intérêt à ce que la Libye redevienne un État de droit et que les Libyens et les Libyennes soient rassurés. Le problème est que on ne peut pas envisager que la Libye redevienne un État de droit seulement en pensant à son propre intérêt. Cette réunion tripartite qui s'est tenue dans la capitale algérienne s'est conclue par la publication ce mardi 22 mai d'un communiqué final. À l'unanimité, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont exhorté les protagonistes à aller vers un dialogue inclusif. Les trois ministres des Affaires étrangères ont exhorté les parties libyennes à assumer pleinement leurs responsabilités et à poursuivre de bonne foi leur adhésion à la concrétisation de ce processus à travers la réalisation d'un consensus élargi conduisant à une réconciliation nationale globale. Il s'agit de la 4e réunion consultative que les trois ministres des Affaires étrangères ont tenue après celle d'Alger en juin 2017, du Caire en novembre 2017 et de Tunis en décembre 2017, avec comme objectif aider la Libye voisine à sortir de la guerre civile qui sévit dans le pays depuis plus de 7 ans. Alors pour débattre de ces actualités, nourrir le débat, M. Brice Nzamba vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Je vous souhaite bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, on a là un rejet de toute forme d'ingérence dans la résolution de la crise en Libye. Là, c'est directement une mise en garde par rapport à la France. On sait que depuis l'année dernière, depuis le sommet de la salle Saint-Cloud, le pays ne cesse de plaider pour des élections avant la fin de l'année. Donc une accélération du calendrier électoral.
Oui, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faut déjà connaître un peu la structure de la sociologie de la Libye. Vous savez, c'est un pays très difficile où déjà au temps de Muammar Kadhafi, il fallait se fonder un peu sur la légitimité tribale. Donc, ce qui fait que pour stabiliser ces pays, après aussi tout ce qui se passe un peu avec les guerres civiles, et le plus important là, c'est de faire en sorte que les pays frontaliers qui ont des intérêts aussi en Libye, on sait bien que par exemple l'Égypte est un soutien actif du gouvernement de l'Est, comme on l'a vu, il y a du maréchal Haftar, exactement. Et donc c'est important que les pays frontaliers qui ont des intérêts en Libye puissent être d'accord pour soutenir le processus qui est aujourd'hui diligenté par l'ONU. Parce que sans le soutien de ces pays frontaliers, il n'y a pas de possibilité de stabiliser ces pays, puisque les miliciens qui s'y battent sont de près ou de loin soutenus je dirais pas directement, mais indirectement par ces pays frontaliers. En tout cas, pour l'Égypte, c'est avéré. Pour les autres, il n'y a pas d'éléments objectifs pour le dire. Donc c'est important. Maintenant, la question qui se pose, c'est la sincérité, puisqu'on est là dans un enjeu de pouvoir. La Libye, c'est un pays hyper stratégique, c'est la porte vers la Méditerranée, de l'autre côté en tout cas. Et donc le contrôle de la Libye, c'est le contrôle du pétrole, c'est le contrôle des migrants, c'est aussi une stabilité contre le terrorisme. Donc l'Algérie a aussi intérêt que ces pays soient stables, mais stables dans le sens que l'Algérie voit la stabilité, parce que tous les États n'ont pas les mêmes intérêts à la même stabilité. Donc ça, c'est plus politique, diplomatique. C'est pour ça qu'il appartient au ministre des Affaires étrangères de ces trois pays concernés de faire le nécessaire auprès des miliciens ou des chefs de partis politiques qu'eux, ils contrôlent pour que chacun accepte. Alors moi, mon questionnement, c'est l'absence un peu des pays du Sahel aussi. Je me dis, bon, c'est vrai que la Tunisie est certainement concernée au premier chef. Il y a l'immigration, il y a le risque du terrorisme, l'Algérie, l'Égypte aussi. Alors je suis étonné que par exemple le Tchad, le Niger ne soient pas associés, parce que ces pays-là aussi d'une certaine façon souffrent aussi de l'instabilité de la Libye. Alors il aurait été, on va peut-être me dire en face que ces pays n'influent pas directement, mais subissent. Bon, ça c'est vrai. Mais je pense quand même que la circonstance de subir donne le droit, la légitimité aussi de dire son mot. D'ailleurs, même plus que d'agir. Parce que quand on subit, c'est quand même plus grave que d'agir, puisque quand on agit, on ne subit pas. Voilà. Alors en tout cas, il y a de nombreux acteurs là qui jouent un rôle dans la crise, dans la résolution en tout cas de la crise libyenne. Là, on a l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et bien sûr la France. On a quand même le sentiment d'une guerre de leadership dans la résolution de cette crise. Et donc, est-ce qu'on a vraiment cette dimension-là dans cette crise, notamment la France, Jean-Claude Moulinda-Abi? Oui, je pense que c'est vraiment une crise profonde, très très difficile à trouver, à redresser, parce que, oui, il y a déjà le positionnement et la clarification de ces pays, non seulement limitrophes, peut-être de la région, qui ont un impact et une influence certaine dans la résolution de cette crise. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la crise, toutes les institutions, ou presque, se sont effondrées. Et je pense que, comme on est en train de parler du processus vers les élections, je pense que c'est un pays où il n'est pas facile même d'organiser ces élections, même s'il faut vraiment qu'on puisse, dans ce pays, avoir des dirigeants qui se retrouvent dans une légitimité à travers ces élections. Mais, justement, comment organiser ces élections avec les institutions qui n'existent presque pas? Parce que vous avez bien fait d'évoquer la problématique de l'immigration. On a vu avec l'immigration en Libye, c'est là où on a constaté que les institutions n'existaient plus parce que c'était la loi de la jungle, parce qu'on avait commencé à exercer même sur les migrants presque la loi de la jungle où il y avait les esclavagistes. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Alors, Patrick Boyo, ceux qui plaident, là, en tout cas qui soutiennent des élections avant la fin de l'année, il manque de pragmatisme quand on sait qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas encore été réglées. Effectivement, il y a un problème de pragmatisme. Revenons à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Après, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait provoqué cette chute? C'est justement le refus des autorités, notamment françaises, d'écouter la voix des dirigeants africains qui voulaient gérer ce problème. Ils ont refusé, ils leur ont dit que vous n'avez pas de moyens, ça ne vous concerne pas, c'est une affaire qui est décidée au niveau de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle que le Conseil de sécurité n'avait jamais donné son aval pour le bombardement et le renversement du régime de Mouammar Kadhafi. C'était une résolution qui avait été prise dans le cadre des mesures conservatoires, exclusion aérienne, rupture, blocus maritime, interdiction du survol de l'espace libyen, mais jamais de bombardement. On arrive aujourd'hui, en 2018, dans une situation où des pays qui ont été à la base de ces désordres, notamment la France, veulent revenir mettre la main à la pâte. Mais moi je dis que ces pays ne sont pas légitimes, de un. De deux, la situation s'est compliquée après les élections de 2014. Il y a eu les élections législatives et les élections municipales. Ces élections ont permis d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la Chambre des représentants, qui s'est installée à Tobrouk, dans l'est de la Libye. On a eu aussi l'installation d'un gouvernement qui s'est installé à Neïda. Le gouvernement à Neïda, à l'est, le Parlement, la Chambre des représentants à Tobrouk. Mais pourquoi ils n'ont pas été, ces institutions n'ont pas été installées à Tripoli? Eh bien parce qu'ils avaient peur d'assumer leurs responsabilités, le manque de pragmatisme justement. Ils ont préféré aller s'installer à Tobrouk où il y avait un semblant de tranquillité que s'installer à Tripoli où ils devaient affronter la réalité de la Libye. Tripoli était laissé entre les mains de ceux qui pratiquaient la loi de la jungle qu'on a découvert plus tard avec l'affaire des esclaves, des migrants qu'on réduisait en esclaves pratiquement. Et en 2015, il y a eu des anciens notamment du régime de Kadhafi et d'autres qui n'étaient pas dans la même vision que l'Occident parce que le Parlement de Tobrouk a été reconnu par l'Occident tout de suite, mais il y a eu d'autres personnes qui ont dit mais non, ce Parlement que vous reconnaissez n'a aucune effectivité sur le terrain. Parce qu'en réalité, la Libye, qu'est-ce qu'elle est? La Libye, c'est un conglomérat de tribus. La Jamaïria libyenne, avant le pouvoir, l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, c'était un système monarchique qui existait, qui était fondé sur les chefs des tribus qui travaillaient avec le monarque afin que chaque tribu puisse avoir une redistribution de la manne, notamment pétrolière. Et c'est ce qui se passe en Libye. Il faut arriver à reconnaître les leaderships régionaux, voire locaux, afin de pouvoir asseoir un pouvoir fort. Or, qu'est-ce qui s'est passé après les élections législatives? On a voulu d'abord instaurer un pouvoir hiérarchique au-dessus, afin de pouvoir reconstruire sur le bas. Ça n'a pas marché à l'évidence. D'autres personnes sont arrivées, ont recommencé la reconstruction de la société libyenne au niveau de Tripoli. Malheureusement, ces personnes n'ont pas été associées à l'accord des Skirat de 2015, qui a permis à ce qu'on puisse avoir l'accord, le plan des Nations Unies. Donc, le plan des Nations Unies est fondé sur un accord qui lui-même n'associe pas, ne tient pas compte des réalités pratico-pratiques du terrain. D'où la difficulté de mettre en œuvre cet accord et avec surtout les puissances étrangères qui essayent chacun de faire jouer son leadership dans cette situation qui est déjà assez chaotique et qui n'a pas besoin de ça. Alors donc une myriade finalement de milices qui n'ont pas été associées aux différents accords, notamment le dernier, celui de Paris, signé en juillet 2017. En somme, le processus engagé reste extrêmement fragile, le processus vers les élections. Oui, bah, écoutez, je pense que dans cette situation, à mon avis, on met un peu, je dirais, la queue avant la tête, hein, excusez-moi un peu l'expression, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent d'abord être réglées avant de penser aux élections. Notamment, il y a d'abord la sécurisation du territoire. Voilà, parce que pour qu'il y ait les élections, encore faut-il que les gens puissent battre campagne, puissent se déplacer librement tout le long du territoire. Or, comme on l'a souligné ici, la Libye, c'est quelque part, c'est chaque tribu a sa zone. Donc, chaque tribu a sa zone et il faut d'abord que les chefs des tribus qui, à l'époque, avaient voix au chapitre, hein, parce qu'à l'époque, encore, il y avait pas chaque tribu n'avait pas sa milice, parce qu'il y avait une armée nationale qui gérait le pays, donc qui était gouverné par le monarque et après par Kadhafi, qui redistribuait les richesses. Mais aujourd'hui, on a un pays qui n'existe plus. C'est-à-dire que
chaque milicien, c'est une zone où il n'y a que des seigneurs de guerre. Comment peut-on organiser les élections dans ces conditions? À mon avis, la première priorité aujourd'hui pour la Libye, c'est d'abord la sécurité. Quand je dis sécurité, je veux dire qu'il faut qu'il y ait d'abord une armée nationale, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un processus pour qu'il y ait une armée susceptible d'être reconnue par tous et pour donc par la suite entraîner une démobilisation des miliciens, récupérer les armes, les démobiliser, les récupérer pour par la suite les utiliser dans d'autres champs, d'autres secteurs d'activité. Donc il faut déjà qu'il y ait une armée nationale et reconnue qui va assurer la sécurité donc, ou la sécurisation de ces élections. À défaut, il faut mettre en place une force interrégionale, c'est-à-dire que, par exemple, les puissances sous-régionales qui se sont réunies, notamment l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, qui ont manifestement intérêt à ce qu'il y ait la stabilité dans ce pays, que ces pays fournissent le gros des troupes, comme on dit, et puis la logistique. La France qui veut aussi avoir son mot, qui vient faire un peu les pompiers, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, après avoir allumé le feu. Donc, bon, il est jamais faiseur de paix, finalement. Voilà, mais il n'est jamais trop tard pour bien agir. Voilà, donc je me dis que la France peut aider aussi, mais en faisant en sorte que les puissances sous-régionales puissent sécuriser d'abord le territoire, ensuite organiser les élections. Mais pour organiser les élections, puisqu'on nous parle aussi d'un congrès, il faudrait rassembler tout le monde dans un congrès, mais personnellement, je ne suis pas très optimiste. Il faut toujours croire en l'homme, c'est vrai, mais la vérité, à mon avis, c'est au niveau d'abord de ce que les Libyens veulent de la Libye, avant tout. Les puissances sous-régionales ne peuvent, comme la communauté internationale, ne peut que accompagner le désir profond des Libyens. Il appartient aux Libyens d'abord de comprendre qu'avant tout, ils doivent être unis autour des valeurs qui sauvegardent leurs intérêts vitaux. À partir de là, la communauté internationale, les puissances sous-régionales peuvent jouer quelque chose de sérieux. Mais si entre eux, ils sont divisés, aujourd'hui, demain ou après-demain, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors, il nous reste encore quelques questions à poser, notamment ce positionnement quand même de la France. Est-ce que, oui ou non, il va contribuer à, en tout cas, entamer un pas vers la résolution de cette crise ou au contraire, prolonger encore plus l'instabilité dans ce pays? On en parle juste après cette courte pause. À tout de suite.